Vendredi, on apprend que les surfeurs du Pôle Espoir vont pouvoir se remettre à l'eau avant la fin de l'année. Un climat aussi apaisé autour de la crise requin. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et puis, 2 jours plus tard, patatras, 15e attaque de squale depuis 2011, la 6e mortelle. Cette fois, la victime est une femme de 22 ans. Elle se baignait à l'étang salé au niveau du pont Mulat, là où un surfeur s'était fait arracher une jambe en octobre 2013. Mais lui avait survécu. Ce drame va-t-il remettre en question les projets présentés par le C4R, le comité réunionnais de réduction du risque requin? Quelles sont les mesures prévues pour sécuriser les zones de surf ou de baignade? Et les amateurs de plage pourront-ils bientôt aller faire trempette ailleurs que dans le lagon? C'est dans l'actu ce lundi. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. Et le 06 92 608 335 pour vos SMS, la page Facebook C'est dans l'actu et vos tweets avec le hashtag CD la première. 4 invités ce midi pour évoquer cette crise requin. Nicolas Lebianig, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour la prévention du risque requin. Marc Soria, biologiste marin à l'IRD, bonjour. Bonjour. L'Institut de recherche pour le développement, vous êtes coordinateur du programme Shark. Éric Sparton, le président de la Ligue réunionnaise de surf qui est en direct de notre studio de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Et Loris Gasbar, le président de l'association Prévention Requin Réunion. Bonjour. Bonjour. Les sourires affichés jeudi soir ont vite laissé place à des mines sombres ce samedi. Nicolas Lebianig, est-ce que ce douloureux retour à la réalité change la donne ? Alors la donne n'est pas fondamentalement changée. Vous posiez la question de savoir si le surf, s'il était raisonnable d'avoir aujourd'hui une perspective de reprise des activités de surf. J'aurais tendance à dire qu'il faut que cette reprise se fasse dans des conditions raisonnables. Et tous les efforts actuels, c'est justement d'essayer d'avoir une pratique acceptable dans des conditions qui sont propices, conditions de sécurité des usagers, puisque de toute façon, on ne peut pas envisager une reprise partout sans condition de ces activités. Le drame de l'étang salé, qu'est-ce qu'il montre ? Un manque d'information, de prudence ? Oui, je pense qu'il y a effectivement un manque de prudence principalement. On est quand même sur un secteur qui est largement connu pour être un secteur de danger, à la fois pour le risque requin, mais aussi pour d'autres raisons. C'est une zone qui était interdite à la pratique, notamment de la baignade, depuis une 50aine d'années, depuis les années 70. Donc des panneaux d'information étaient mis sur le site. Je crois qu'effectivement, chacun doit prendre conscience aujourd'hui de la grande difficulté à laquelle on doit faire face avec ce risque requin et ne pas se mettre dans des conditions qui sont inacceptables. L'attaque s'est produite à quelques mètres du rivage, entre 2 et 5 mètres seulement, avec une faible profondeur, environ 2 mètres. Marc Soria, des requins aussi près du bord, c'est fréquent ? Oui, tout à fait. Le requin bulldog ou le requin tigre sont des requins qui peuvent aller très très près des côtes. Et ça, c'est des choses qui sont connues ici à La Réunion, mais aussi de par le monde. Un requin bulldog a été capturé dans la zone de l'attaque la nuit dernière. Il mesure un peu plus de 2 mètres. Comment savoir si c'est celui qui a tué la jeune femme samedi ? Alors ça, il faudra voir avec le médecin légiste. A priori, la morsure telle qu'elle a été décrite est beaucoup plus importante que celle que pourrait avoir un requin de la taille du requin capturé. Mais bon, pour le moment, les analyses sont en cours. Ça s'est passé vers 18h30. La nuit était en train de tomber, l'eau pas très claire. Franchement, Loris Gasbar, tous les ingrédients étaient réunis. Ça veut dire que la prévention a échoué ? Pour moi, oui. Personnellement, travaillons spécialement sur ce sujet, la prévention et la médiation. En tout cas, j'ai pu voir qu'un effort supplémentaire aurait pu être fait, surtout sur cette zone qui avait déjà vécu une attaque. Certes, c'était hors zone surveillée, mais sachant qu'il y a déjà eu une attaque auparavant, pourquoi ne pas le spécifier ou le notifier ? Je n'ai vu qu'un petit panneau, je le répète, comme je l'ai dit hier, sur cette zone pour ces usagers. La station d'épuration de l'étang salé, elle est montrée du doigt. Pourtant, elle a été remise à neuf récemment. Le maire de l'étang salé a emmené les journalistes sur place ce matin. Vous pensez que l'eau est polluée à cet endroit ? En tant qu'usager, effectivement, ayant pas mal d'amis et d'adhérents sur place, il semblerait que sur cette zone particulière, il y a un souci d'eau peut-être pas, sale, saumâtre ou trouble. Donc, je ne suis pas moi-même habilité à répondre à cette question. Il faudrait peut-être faire des échantillonnages un petit peu plus approfondis sur cette zone. Mais un scénario comme celui-là, il pourrait encore arriver à un surfeur ou bien il y a davantage de prudence aujourd'hui ? Par les surfeurs ?
Écoutez, nous constamment, par semaine, on fait quand même remonter les données au service de l'État, donc Monsieur Le Bianic, le CROSS, la mairie de Saint-Paul. Depuis cette dernière année, non, il y a une recrudescence des usagers à l'eau. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément leur jeter la pierre? Certes, comme je le disais encore hier, nous sommes insulaires, entourés de mer. Donc il est très difficile, surtout pendant l'été, de maintenir ce flux. Très difficile. La disparition de cette baigneuse, Éric Sparton, est-ce que ça compromet le retour progressif des surfeurs sur les vagues? Je ne pense pas. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un drame. Quand on vit un drame comme ça, il y a un choc pendant un moment. Il y aura une baisse de la pratique. Maintenant, je ne pense sérieusement pas. C'est vrai que nous, au niveau de la Ligue, nous essayons de passer régulièrement le message d'information, les messages en tout cas concernant les risques qui sont toujours d'actualité. Donc maintenant qu'en drame, ça va se calmer un tout petit peu, mais je crois que là, l'activité, malheureusement, continue encore. La difficulté, on le voit bien, c'est de faire respecter les interdictions. Ça fait 45 ans qu'un arrêté municipal interdit la baignade à l'endroit endeuillé samedi soir. Comment sensibiliser davantage les gens ? Écoutez, d'être sur la plage, de faire un travail de prévention, je crois que nous n'avons que cette arme-là, en tout cas à notre disposition pour le moment, puisque la partie répression, ça n'est pas notre domaine de compétence. On ne peut faire que de la prévention. Donc voilà ce que fait Loris d'ailleurs avec PRR sur la commune de Saint-Paul. Maintenant, c'est notre seule arme, et puis de passer des informations sur notre site ou sur notre page Facebook et continuer à uniquement faire de l'information. Alors après une attaque, une chasse aux requins est lancée. On est à mi-chemin à peu près de cette opération puisqu'elle dure 72 heures. Les premiers résultats, on les a eus avec le communiqué de la préfecture ce matin. Nicolas Le Bianic, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette capture ? On parle d'une capture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est toujours vivant ce requin, qu'il est tué ? Alors effectivement, non, là on est sur un requin qui a été tué, qui a été prélevé. Pourquoi on ne le dit pas clairement ? On parle de capture de requin, c'est tabou ? Non, je crois qu'il n'y a vraiment pas de tabou. Hein. C'est une mesure qui est totalement assumée, qui a été concertée avec les acteurs, dont on considère qu'elle présente une utilité. Donc il n'y a absolument pas de tabou. On a clairement dit qu'on ciblait les requins tigres et les requins bulldogs dans la zone de l'attaque. On a aujourd'hui une première capture. Le dispositif va se poursuivre jusqu'à mardi soir. Et les autres captures de ces espèces feront également l'objet donc de prélèvements et d'analyses. Ce requin a été capturé dans la zone donc où s'est passé le drame, très loin de là, pas loin ? Non, à proximité, puisqu'on a fixé... À quelle distance à peu près ? À peu près 1 kilomètre, hein, puisqu'on a fixé une zone d'opération de 1 000 marins, donc à peu près 2 kilomètres autour du lieu de l'attaque. Hein. L'objectif, c'est pas d'aller chercher des requins partout tout autour de La Réunion, mais bien dans le secteur de l'attaque. Les plages de Saint-Paul ont dû être évacuées hier de crainte d'un requin dans le lagon. D'où est venue l'alerte ? Alors l'alerte est venue donc d'un témoin donc qui a contacté le poste MNS de la Saline. Hein. Celui-ci s'est retourné vers le CROSS puisque c'est la procédure aujourd'hui en vigueur. Donc c'est une procédure là aussi de prévention et d'information du public. Hein. L'objectif c'est bien sûr de partager cette information et que tout un chacun derrière prenne des mesures individuelles en conséquence. Donc là effectivement on a conduit cette procédure comme à l'habitude. On va aller au standard 02 62 99 2000. On a Renaud qui nous appelle de l'Étang Salé. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je voudrais poser une question particulièrement à monsieur Marc Soria. Pas de problème. D'abord, savoir si on sait si aujourd'hui le requin qui a été capturé à l'Étang Salé dans le cadre du dispositif post-attaque est un requin marqué par l'IRD, car on sait avec une quasi-certitude qu'il y a au moins une des attaques, celle de monsieur Béramel le 8 2013, qui a été le fait d'un requin marqué par l'IRD, et on sait aujourd'hui qu'on aurait pu éviter cette attaque puisque ce requin avait été qualifié de très dangereux par un autre scientifique qui avait alerté l'IRD, la préfecture et tout le monde avant, et rien n'avait été fait. Donc est-ce qu'aujourd'hui on sait si à l'instar d'Estelle, responsable à 99% de l'attaque de Stéphane Béramel le 8 2013, est-ce qu'on sait si le requin capturé est un requin balisé par le programme Shark ? Une question plus générale, est-ce que M. Soria ne regrette pas d'avoir refusé de participer à la sécurisation des spots en refusant de donner les données brutes aux usagers, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y avait des données absolument alarmantes concernant Estelle et Fanny qui sont responsables d'au moins un décès. Voilà, c'est ma question, et c'est aussi
comment dirais-je, l'expression d'un certain courroux en tant que président de Protéger nos enfants. Je sais que M. Soria avait refusé de débattre avec M. Mulquin et moi lors de mon invitation dans cette même émission il y a quelques mois. Donc j'aimerais avoir quelques éléments de réponse à ce sujet. Alors, Marc Soria va vous répondre peut-être sur le deuxième point, qui est celui qui vient d'être abordé. On reviendra après sur la notion du requin marqué. Votre réponse, d'abord, il y avait une explication pour laquelle vous n'aviez pas souhaité participer à ce débat précédemment. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de. C'était le contexte qui n'était pas forcément favorable. Oui, c'est ça, vous étiez en cours d'études, c'est ça? Exactement. Alors, pour répondre clairement à ces trois questions, la première d'abord, c'est que je vous arrête tout de suite. Il n'y a absolument pas de preuve que le requin femelle Estelle qui a été marqué était bien le requin qui a été responsable de l'attaque. Et même au contraire, on a quelques informations complémentaires qui montreraient que ce requin était détecté à un autre endroit en même temps que l'attaque. Mais il y a rien évidemment de sûr non plus, donc il n'y a pas de certitude sur ce point. En ce qui concerne les requins marqués, le fait qu'on puisse suivre ces requins, ça permet d'avoir des informations sur justement leur comportement. Donc nous on l'a fait parce qu'il y avait une demande qui a été faite de pouvoir suivre ces requins et mieux comprendre leur comportement. C'était le but du programme Shark. En ce qui concerne les données qu'on a recueillies, notamment le jour de cette attaque, ont été, et vous le savez très bien, c'est des données qu'on ne peut pas récupérer en temps réel. Donc il y a évidemment à l'heure actuelle la possibilité peut-être d'envisager ces observations ou ces recueils d'informations en temps réel. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et dans le cas de Shark, c'était évidemment pas le cas. Ça veut dire qu'on a récupéré les données. Nous, on récupère les données à peu près tous les 3-4 mois parce que c'est compliqué. Il faut faire des plongées, etc. Donc c'est difficile. Donc on n'avait pas la possibilité de récupérer ces données en temps réel et jour par jour. Le jour où on l'a fait, on a restitué au 13 mai l'information, c'est-à-dire pratiquement 3 jours ou 4 jours après l'attaque. On a restitué les données et ces données ont été redistribuées, notamment dans un rapport qu'on a fait a posteriori, évidemment, puisqu'on n'avait pas les données, avec le CRESM. Voilà. Et la troisième question, c'était... Le regret d'avoir refusé de participer à la sécurisation des spots. Alors, en ce qui concerne cette participation-là, il faut voir qu'en tant que scientifique, on apporte notre contribution en termes de ce qu'on sait et ce qu'on peut connaître et des connaissances qu'on a. Donc ça, c'était le programme Shark, mais on est également impliqué dans les expertises de Caprequin. On a été impliqué dès le début dans la mise en place des protocoles expérimentaux Vigie-Requin, et on reste de toute façon toujours dans notre rôle qui est un rôle d'apporter notre contribution en termes d'apport de connaissances et d'expertise et de compétences dans le domaine scientifique, et ça, eh bien, on l'a fait. Loris Gasbin, est-ce que vous êtes aussi dans cette logique de dire un requin marqué, finalement, s'il était tué, on réglerait le problème? Je résume, alors, mais c'est un peu dépend, la pensée de certains. Si c'est un requin marqué qui est au large de nos côtes, dans ce cas-là, je vois pas trop l'intérêt. Moi, principalement, nos actions avec Caprequin se transmettent à la côte. On sait qu'il y a des bêtes de 300 kilos à moins de 10 mètres de fond, à quelques encablures des vagues. C'est sur ces spécimens, ou cette taille de spécimen en tout cas, qu'on souhaiterait accentuer les pêches à la drumline, tout simplement. Une pêche à la côte, raisonnée. Voilà, nous, ça fait partie des gros enjeux en tout cas. On aura beau mettre beaucoup de moyens, mais si on ne traite pas le problème par le fond, et le problème est la présence accrue de ces gros spécimens accidentogènes pour nos usagers, et comme on l'a vu il y a 2 jours, pour nos baigneurs maintenant. Et puis c'est pas la première fois qu'une voilà, exactement. baigneuse, je rappelle que c'est la deuxième fois qu'une jeune fille en plus se fait, pour pas utiliser un mot trop brut, se fait happer par un requin à 2 mètres du bord. Donc oui, effectivement, un système de pêche, de régulation raisonnée aux abords et au plus près de nos côtes. Alors c'est votre association qui gère les MSP, les médiateurs de surveillance et de prévention, l'association donc l'association Prévention Requin Réunion, pardon. Oui. Un dispositif qui existe depuis septembre dernier à Saint-Paul. En fait, vous arpentez sur un zodiaque les zones non surveillées par les maîtres nageurs. Quel bilan vous en tirez ?
et les zones surveillées. Quel bilan on en tire ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que de plus en plus, les usagers se remettent à l'eau. Maintenant, en plus de cette information et cette médiation avec les usagers, on est aussi accolé au programme de Drumline, Caproquin 1, Caproquin 1.2. On participe à ces relevés de données pour pouvoir les fournir au plus vite, justement, aux usagers qui sont dans des zones surveillées ou non surveillées. Ces observations de requins qui se multiplient à chaque fois qu'il y a eu une attaque, Eric Sparton, est-ce que ça décourage vos licenciés ? Est-ce que c'est un frein au développement du surf ? On est toujours dans la phase où chaque licencié est quand même dans une attente d'une solution pérenne, on va dire. Maintenant, je voulais juste, si vous permettez, revenir sur le marquage des requins. Il faut savoir qu'on commence à se poser les bonnes questions quand le requin reste sur un site au-delà de 2-3 jours. Donc là, c'est là que le requin devient, on le sait aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'au bout de 2 ou 3 jours, où on se pose les bonnes questions, comment agir, qu'est-ce que nous devons prendre comme décision. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est pas dès qu'on a un requin marqué, c'est tout de suite, il y a danger immédiatement. Voilà. Donc là-dessus, je pense que Marc pourra être plus précis que moi là-dessus. Maintenant, c'est vrai que concernant, pour revenir à votre question, les licenciés, on a toujours le même nombre de licenciés qui n'a pas énormément augmenté, mais en tout cas qui est stable. Je crois que l'accident, ça va. Je pense pas que ça freine quoi que ce soit, parce que les gens qui sont là, ils sont conscients que nous sommes en train de travailler derrière et qu'on va arriver à une solution, on va dire, de surveillance et d'observation qui a déjà fait ses preuves et qu'on a amélioré et qui va dans le sens général, donc de pouvoir redémarrer des activités. Donc je crois que là, nos licenciés ne changeront pas, ils seront toujours fidèles et ils vont garder leur licence, en tout cas sur les années à venir. Un mot sur la position de certains qui regrettent qu'on protège les requins plutôt que de les éliminer, avec comme argument que la vie humaine passe au second plan. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est un peu radical quand même là-dessus. Il faut toujours trouver, on va dire, un compromis, puisqu'on a besoin quand même d'observer ce que font les requins pour anticiper et justement apporter des réponses appropriées à cela. Mais maintenant, on fait aussi partie du programme Caproquin. Donc maintenant, c'est vrai que l'effort de pêche, on y croit aussi. Ça veut dire qu'il faut quand même une régulation. Donc c'est vrai qu'il faut les deux. Moi, je crois que c'est complémentaire. Il ne faut pas non plus complètement, complètement mettre de côté les recherches, en tout cas le suivi des requins, puisque ça nous apporte énormément de réponses à comment nous comporter et qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision. La crise requin, comment essayer de régler le problème après la nouvelle attaque mortelle de samedi soir, c'est dans l'actu. Réunion première. Le 12-13, Réunion première. Et appelez-nous au 02 62 99 2000, c'est ce qu'a fait Yann qui nous appelle de Saint-Leu. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question représentant de l'IRD. Je voulais savoir, il y a des rumeurs comme quoi lors de l'accident sur Béramel, sur la plage des Brisants, une équipe de l'IRD était le matin même juste devant la zone de l'attaque et l'équipe du film de Rémi Tézier était également présent sur un bateau, je crois, affrété par l'IRD. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le rôle joué par l'IRD ce jour-là devant la zone de l'attaque ? Merci à vous Yann, cette question, Marc Soria. Oui, alors là, effectivement, il y avait les plongeurs qui étaient là pour relever, et c'était la période de relever des balises sur l'ensemble de la côte ouest. Ils étaient là le matin, mais de façon absolument complètement fortuite par rapport à l'attaque, évidemment, puisqu'elle n'était pas prévisible. Et cette présence-là, d'ailleurs, c'était pas une présence réellement sur les Brisants, mais ils sont allés récupérer des stations d'écoute qu'ils n'avaient pas récupérées dans la baie de Saint-Paul, et ils rentraient au port le matin, et la balise en question, en fait, avait été la balise qui est à Roche-Noire, avait été récupérée le 21 avril, c'est-à-dire 15 jours pratiquement avant, et c'est justement là où il n'y a pas eu de possibilité d'intervenir sur les données, parce que les données le 21 avril de la balise de Roche-Noire des Brisants montraient qu'il n'y avait aucune détection, et les requins, on s'en est aperçu évidemment après, les quelques requins qui sont venus et qui se sont installés sur cette zone pendant une quinzaine de jours et qui se sont baladés sur cette zone-là entre, disons, Cap-Laoussé
et brisant. On s'en est aperçu, évidemment, après, et ils sont arrivés sur cette zone-là le 24 avril. Donc on n'a pas pu prédire et prévenir du danger potentiel qu'on aurait pu faire si on avait relevé les balises un peu plus tard. Mais évidemment, c'est toujours pareil, c'est la situation de savoir comment faire pour arriver à avoir des informations en temps réel, et ça, c'est compliqué et cher. Une question posée par Gilles de Saint-André par SMS 06 92 608 335. Qu'en est-il des bassins qui devaient être faits tout autour de l'île ? Alors là, c'est la région qui a initié ce projet, je crois. On aime la mer, on a besoin de son littoral, nous dit Gilles. Nicolas Lubianic. Alors, moi, je voudrais effectivement répondre à cette question, tout d'abord en disant que l'accident qui s'est produit malheureusement samedi ne doit pas entraîner des procès d'intention aux uns ou aux autres. Ça me paraît être absolument nécessaire de le rappeler. Il faut qu'on ait une vision commune sur le dossier requin, et c'est ce qui s'est dégagé, me semble-t-il, du C4R qui s'est tenu à la fin de la semaine dernière. Donc, inscrivons-nous résolument dans une démarche globale. On a besoin de toutes les compétences de tous les acteurs, que ce soit les acteurs du secteur de la pêche, que ce soit les ligues sportives, que ce soit le milieu associatif, les scientifiques. Aujourd'hui, on a, je pense, des solutions qui se dégagent, dans lesquelles chacun aura sa place. La problématique des bassins de baignade aura sa place dans cette démarche globale. La pêche aura sa place. La prévention et la surveillance, et donc je pense notamment au dispositif qui va être mis en œuvre par la Ligue de surf, auront leur place, ainsi que les aménagements de zones sur lesquels les communes aujourd'hui ont pris un certain nombre d'initiatives. Et autour de tout ça, on a besoin d'une évaluation scientifique et d'un suivi scientifique. Je crois que nulle part au monde, il n'existe de dispositif de réduction du risque requin qui ne s'accompagne d'une évaluation scientifique. Donc inscrivons-nous dans cette démarche, regardons vers l'avenir, pas vers le passé. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. On traite cette question, je pense, avec bonne volonté commune depuis maintenant plus de 3 ans. On a inventé des solutions locales. Il faut qu'on se projette vers l'avenir. Loris Gasbard, vous avez aussi initié le programme de pêche ciblé avec Smart Drumline dans le cadre de Cap-Requin. Ça a démarré il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? C'est de peut-être éliminer le risque à la côte, tout simplement. Après, le risque zéro n'a jamais existé, ça on en est bien conscient. Mais si déjà, par avant, on peut prévenir d'un danger, ce serait mieux que, effectivement, traiter le problème après un décès. On entend beaucoup parler des vigies requins. C'est quelque chose que vous connaissez bien puisque vous avez participé au programme destiné au surf libre en 2012. En quoi ça consiste précisément pour les gens qui ne connaissent pas, et est-ce que c'est vraiment opérationnel ? Alors, vous me parlez des vigies directement ? Voilà. Je pense que M. Sparton sera plus à même à pouvoir vous répondre. La Ligue de surf fournit un travail énorme depuis des mois sur ce sujet. On avait effectivement, avec l'ancienne municipalité de Saint-Paul, mis en place des protocoles sur leur commune, mais sachant que ces protocoles ont été rechangés, expérimentés par la Ligue de surf, je laisserai M. Sparton répondre à cette question. Alors, Eric Sparton, oui. Sur cette question des vigies. Eh ben, écoutez, on a beaucoup avancé, effectivement. On est rentré maintenant dans une structure beaucoup plus professionnelle avec un responsable des opérations, des chefs d'équipe, et on a surtout mis en forme la partie protection des vigies eux-mêmes, donc avec des caméras sous-marines et différentes barrières avant d'arriver sur les pratiquants eux-mêmes. Donc là, maintenant, cette structure, elle est en place. Donc maintenant, on attend de faire le travail au sein des communes pour pouvoir l'ouvrir et mettre en place nos activités. Maintenant, c'est vrai que c'est un travail qui a été fait de longue haleine, qui a été évalué. Donc, on a sorti les quelques points qu'il fallait qu'on remette en évidence. Et du coup, là, maintenant, on est prêt. Et c'est vrai que le travail qu'on a mis avec l'ensemble des services de l'État a payé. Aujourd'hui, le dispositif, il est adopté. Et les mesures annoncées la semaine dernière, vigie, caméra sous-marine, embarcation sur site, ces mesures, elles garantissent la sécurité des surfeurs, Eric Sparton ? On est surtout là pour faire de l'observation. On n'est pas là pour faire de la sécurisation. Donc, on est quand même là pour faire de l'observation et surtout alerter. Voilà. Donc, notre rôle, ça va être réellement à ça. Ça veut dire que détecter à un moment donné toute prédation, tout prédateur, en tout cas qui pourrait s'approcher avec un système d'alerte sonore et qui nous permet du coup de donner l'alerte générale et pour pouvoir évacuer notre dispositif en place. Et de fait, si nous avons d'autres personnes sur certains sites qui sont en amont, qu'on puisse évacuer complètement le dispositif en ayant toujours un œil sur le prédateur, où se trouve-t-il.
On est même parti jusqu'à beaucoup plus loin que ça. Maintenant, on va en parler un peu après. Il nous reste 1 minute, ce sera peut-être difficile d'évoquer tous les sujets. Nicolas Lebianic, sera peut-être la dernière question. Finalement, en cas de nouveau drame, qui est responsable? Parce que personne ne souhaite évidemment, mais c'est une question qu'il faut évoquer. La responsabilité est collective. La responsabilité, c'est d'abord la responsabilité de l'usager, du pratiquant, qui aujourd'hui doit prendre un certain nombre de mesures de précaution. Les pouvoirs publics dans leur ensemble, et je pense plus particulièrement aux communes, mais également à l'État, ont bien sûr également une construction sur laquelle la responsabilité de l'un ou de l'autre pourrait être, le cas échéant, recherchée. On prend toutes les précautions pour ne pas être dans cette situation, effectivement avec des protocoles extrêmement encadré, extrêmement précis. Ça sera la condition sine qua non de la reprise des activités nautiques à La Réunion. Et puis, on axe beaucoup la communication sur le surf actuellement. Est-ce que le grand public peut espérer revenir vers les plages prochainement? Les plages autres que celles du lagon? C'est un objectif de long terme dans lequel on doit effectivement s'inscrire là aussi résolument avec donc des mesures de sécurité qui seront bien sûr différentes selon les configurations. Aujourd'hui, on part modestement avec le dispositif Vigie, avec l'idée que ça puisse prendre de l'ampleur, bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Lebianic, merci à vous Loris Gasbar, Marc Soria et Éric Sparton qui étaient en direct de Saint-Pierre d'avoir participé à ce débat sur la crise requin. Très bon après-midi.